Bonjour! Hey! De retour? Déjà? Hey! Bienvenue à Comptons des découvertes. Aujourd'hui, pas de jeu de société, pas de jeu de rôle à proprement parler, mais pas loin d'eux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Baldur's Gate 3. De retour. Donc, Baldur's Gate 3. Ouais. Je peux pas dire que c'est pas un jeu de rôle. Oui, c'est un jeu d'ordinateur ou PlayStation et aussi maintenant Xbox, mais basé tellement fortement sur Donjon Dragon 5e édition qu'on pourrait presque dire que c'est un jeu de rôle solo. Ou qui peut être aussi joué en multijoueur, bien sûr. Mais sans maître de jeu, parce que c'est le jeu qui est votre narrateur ou votre narratrice. Donc, le jeu est votre narrateur-narratrice et il va prendre en considération tous vos choix et vos décisions. Le jeu, je dis, est fortement inspiré de Donjon Dragon 5e édition. Je vous dirais que la grande majorité des règles sont présentes, mais bien sûr, pour rendre le tout plus comme un jeu vidéo, il y a des exceptions. Tu sais, comme mettons, boire des potions, c'est une action bonus. Non, ce n'est pas ça dans le vrai Donjon Dragon, mais c'est une règle maison souvent utilisée. Il y a aussi des habilités, des compétences, les dons, il y en a certains qui fonctionnent différemment, les classes aussi sont ajustées, vous n'avez pas bien sûr accès à toutes les classes et les sous-classes de Donjon Dragon, mais l'essentiel est là. D'ailleurs, un jeu qui a permis d'avoir une bonne collecte de fonds à Hasbro, avec un bon 90 millions de dollars que Larian Studio qui a versé à la maison mère. Donc, ça démontre la popularité. Ah, mais qu'est-ce que Baldur's Gate 3 après tout? I saved you. And I'm here to save you again. Baldur's Gate 3, c'est la suite de Baldur's Gate 1 et Baldur's Gate 2, suite étant un mot très généreux parce qu'il y a plus de 100 ans de différence entre les deux. Et cela fait en sorte que il y a des personnages qui sont tout encore présents de la trilogie, des jeux précédents, mais que c'est que vaguement mentionné. Il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup de rappels, il y a beaucoup de petits clichés ici et là, et bien sûr, il y a une trame vers la fin qui va raviver d'anciennes flammes par rapport à l'historique des jeux précédents, mais ce n'est nullement essentiel d'avoir joué aux deux premiers opus. Loin de là. Qu'est-ce que l'histoire? Eh bien, c'est que Firun fait encore face à un danger. Des flashbacks mentaux. Des Élitides semblent kidnapper des gens et leur injecter des tadpoles, des vers dans la tête, le cerveau, car c'est ainsi, en théorie, que les Élitides se reproduisent. En tant que parasites, ils les infectent le hôte et le transforment en Élitide. Cependant, vos personnages, eux, ne se transforment pas. Pourquoi? Il y a quelque chose d'étrange. Une visite nocturne vous en apprendra plus. Et au fil en aiguille, alors que vous tentez de trouver un remède à ce mal qui vous triture le cerveau, vous rencontrez d'autres personnes et personnages, et vous commencez à découvrir qu'il y a plus que cette menace. Comme on peut le voir aussi dans la bande-annonce, il y a une mention d'une nouvelle divinité, l'Absolu, qui aurait possiblement un lien avec tout ça. Et votre personnage va devoir trouver qui il ou elle est à travers toute cette trame, tous ces événements-là, et surtout prendre de nombreuses décisions. Vous pouvez jouer plusieurs personnages. Il y a des personnages qu'on appelle d'origine, c'est-à-dire que l'apparence, la voix et la classe, au tout début seulement, n'est pas échangeable. Il y a des événements et des scénarios scriptés avec ces personnages-là ou autres, mais vous pouvez les jouer pour voir l'histoire à travers leurs yeux puis à travers leurs réflexions. Cependant, il est recommandé d'expérimenter en premier avec un personnage
libre, un personnage custom, ou avec Sombre Pulsion, Dark Urge, qui peut être complètement customisé, son apparence, sa classe, tout peut être changé, sauf qu'il y a un petit background spécial qui est assez original, mais ça, je vais vous en revenir plus tard. Mais les personnages d'origine, vous pouvez aussi les recruter, à part Sombre Pulsion, comme des compagnons de route. On a Astarion, Lae'zel, Gale, Shadowheart, Will, Karlach. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Et bien sûr, nous avons, comme j'ai dit, le Dark Urge, comme lui, vous devez absolument le jouer. Sinon, ben, vous croisez peut-être à quelque part, mais je vous dirais qu'il respire pas fort. Donc, c'est avec ces personnages-là, vous allez expérimenter beaucoup de choses. Vous allez apprendre à les connaître. Et ils ont vraiment une histoire riche. Ils vont avoir des histoires qui vont parfois les confronter à eux-mêmes. L'adaptation et la narration et le voice acting est merveilleux. Et aussi, vos choix et vos décisions influencent leur évolution de personnage. Cependant, sachez qu'il y a des choses qui sont scriptées, prévues, mais vous pouvez quand même influencer l'impact que ça a sur ces personnages-là, sur vos compagnons. De plus, je vais vous le dire tout de suite, souvent on a l'impression qu'il faut se dépêcher, aller vite. Dans ces genres d'aventures-là, on se fait souvent dire vite, il faut aller régler un problème. Prenez le temps. Les repos longs sont souvent là qu'il y a de l'histoire qui se déroule avec les personnages puis l'évolution. Les seuls moments que vous devez éviter de faire ce genre de repos long-là, c'est quand il y a des événements très 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 pressants, genre mettons une taverne ou une auberge qui brûle devant vos yeux. C'est sûr que là, si vous allez faire un repos long, ben quand vous allez revenir, tout va avoir brûlé. Et à quelques reprises, il y a des événements ici. Mais généralement, privez-vous pas parce que si vous faites le moins de repos long possible, vous allez manquer des morceaux importants des personnages, puis ça, c'est tellement une belle découverte d'apprendre à les connaître, ou à les détester, ou peut-être même à les aimer, qui sait, selon vos goûts. La narration. La voix, juste la narratrice, sa voix. Je vous dirais que selon le personnage que vous incarnez, et selon la situation, la narratrice elle-même a une variation intéressante dans sa voix. La plus grande différence est bien sûr avec Sombre Pulsion de Dark Urge, alors que la voix devient de plus en plus pernicieuse et malicieuse lorsque des pensées intrusives commencent à faire leur chemin dans votre tête. Mais en général, je vous dirais que même les personnages non-joueurs, tout est vivant, tout est animé, c'est dynamique, les personnes bougent, ils gigotent, ils gesticulent, les dialogues sont pas juste un personnage qui est fixe, qui bouge pas, puis qu'il y a des boîtes de texte qui apparaissent. Non, c'est vivant. Quand il parle, quand il s'exprime, il bouge en même temps. Tout a été fait en capture de visage et de capture corporelle. C'est vraiment impressionnant. C'est vivant. On s'imagine de vivre vraiment l'aventure, puis même le personnage, selon qui vous avez, va avoir des visions différentes, plongée contre plongée, avec caméra bougeante, pour comme refléter un peu l'émotion puis le style d'expérience que vous avez pour que ça a l'air encore d'être plus vivant. Justement, les dialogues apportent à beaucoup de branchements différents, puis des fois, des choix qu'on croit être minimes vont avoir des répercussions jusqu'à très loin dans le jeu. C'est le genre de jeu que ça prend plusieurs essais avant de tout trouver ce qui peut cacher. Ce jeu-là est rempli de petites perles et de moments malicieux, bienveillants, surprenants. Il y a des moments qui sont très émotifs, il y a des moments qui sont à célébrer, il y a des moments qui font grincer des dents. Mais parlant de grinçage de dents, tout est fait pour que le jeu continue, ou presque. On fonctionne beaucoup avec l'échec par l'avant, mais c'est sûr qu'il y a des situations que si vous prenez des décisions qui sont évidentes, qui vont vous mener à la mort, bien, vous allez mourir. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu vidéo plutôt. Souvent, peut-être un maître de jeu à une table va vous permettre peut-être de vous rattraper ou va faire des petites entourloupes pour essayer de faire en sorte que tout le monde ne meure pas d'un coup. Ou va vous donner des grosses alertes là, avec des flashs de lumière pour dire hey, si tu continues dans ce chemin-là, tu vas peut-être mourir. Mais ça, c'est un jeu. Fait que tu peux juste redémarrer. À part si tu fais
une compétition d'honneur, alors que là, la mort est finale. Par exemple, je vous dis tout de suite, insulter et faire la bravade face à une divinité ou semi-divinité, c'est rarement une bonne idée. Pensez-y bien. Donc, c'est un bon exemple aussi de ce qu'on pourrait vivre à la table, autant pour les maîtres de jeu que pour les personnages joueurs, pour les joueurs, joueuses. Il faut faire en sorte que nos échecs ne sont pas un frein. C'est plutôt un nouveau chapitre ou une nouvelle page à l'histoire. Et que des fois, échouer va ouvrir des portes qu'on n'aurait pas pensé. Des fois, peut-être vous allez découvrir des nouveaux alliés ou des nouveaux ennemis. En même temps, c'est bien des fois, on pense souvent aux gros vilains ou autres, mais des fois, c'est des personnes qu'on rentre qui peuvent donner comme nos adversaires, nos némésis, c'est quelqu'un qu'on y repense puis qu'on se dit je vais me rappeler de toi. Ou au contraire, des fois, ça peut être des échecs mineurs dans des conversations. Vous n'avez pas été capable de convaincre un PNJ juste avec votre belle voix charmeuse de barde. Mais peut-être qu'en échange, ça va vous permettre de faire une mission d'infiltration pour aller trouver des documents accablaires sur elle pour pouvoir prouver qu'en final, c'est pas juste une personne qui est antipathique, c'est aussi parce que c'est une traître. Hein? T'sais? Fait que des fois, c'est juste ces choses-là qui vont faire toute la différence et une dynamique et une expérience de jeu différente. Il y a des choses à apprendre dans ce jeu-là. Oui, on peut pas tout faire. C'est pas aussi libre qu'une vraie table de jeu, mais le jeu est fait en sorte que vous pouvez approcher les problèmes de plusieurs manières différentes. Et le jeu n'essaye pas trop de vous punir pour être original. Il y a plein de stratégies qui peuvent être employées. Des stratégies, bien sûr, qui sont empruntées parfois de Divinity Original Sin 2, parce que c'est Larian Studio aussi qui l'a fait, comme par exemple utiliser des endroits, des zones, des trucs élémentaires, des tonneaux. Les tonneaux vont souvent être votre meilleur ami dans les surtout dans les difficultés de jeu plus avancées. Donc, les conversations sont, comme je disais, sont vivantes, sont dynamiques, les personnages évoluent, ils ont du plaisir, la quête est prenante, on veut toujours interagir, on veut toujours donner notre grain de sel. Tu sais, souvent quand on joue à un jeu vidéo solo, on veut toujours être moi, aller de l'avant, mais il arrive des moments dans ce jeu-là que vous avez la possibilité des fois d'être silencieux ou silencieuse. De laisser répondre vos compagnons ou de laisser voir la situation évoluer. Des fois, c'est une mauvaise chose parce que ça dégénère, mais d'autres fois, ça permet à la personne à côté de vous de s'exprimer librement, sans votre influence. Puis ça peut être un bon moyen de voir l'évolution de ce personnage-là, surtout au niveau des compagnons et des compagnons de route. De voir toute l'expérience, le vécu, la progression de la quête qu'ils ont eue, les interactions que vous avez eues autant au camp, sur la route, pendant les missions, des fois de voir dans un moment clé, dire, au lieu de dire « Ah, voici, fais ça, Gale, fais ça, Lae'zel, fais ça », quand il se parle à lui-même puis qu'il réfléchit, puis que vous choisissez de demeurer silencieux ou silencieuse, la réflexion se fait par elle-même, puis la décision se prend, puis des fois, le dialogue qui en ressort est beaucoup plus riche et récompensant que dire à la personne ce qu'on veut qu'elle pense, finalement. Il y a aussi une petite leçon là-dedans aussi, au niveau des jeux de rôle à la table. On veut tout avoir notre moment de gloire, on veut tout parler, on veut tout échanger, on veut tout avoir du plaisir, on veut tout participer. Mais des fois, c'est mieux de juste faire un petit moment de recul, puis de laisser le spotlight, laisser la lumière à quelqu'un d'autre, le laisser parler, puis aussi développer son personnage, de voir où est-ce qu'il en est. Donc, dans ce jeu-là, oui, il y a tout le côté ludique autre, mais il y a tellement d'apprentissages qui peuvent se faire aussi et s'appliquer dans une vraie table de jeu, pas juste pour Donjons & Dragons 5e édition, en règle générale aussi. Il y a plusieurs choses qui peuvent survenir là-dessus. Finalement, bien sûr, c'est sûr que les graphiques, sont magnifiques, c'est vivant, tout est quand j'ai mentionné, tout, même les combats, les mouvements, les dialogues, les interactions, tout a été mis en image de capture, le personnage, comment vous pouvez le créer, le visage, c'est sûr que ça limite certaines choses, on n'a pas 25 000 visages de disponibles, parce que tout le facial, le corps, la morphologie a été scanné, a été numérisé et adapté. C'est sûr que, bien sûr, ils n'ont pas pris des vrais halflings pour faire des corps de halflings, mais ce que je veux dire, c'est que, règle générale, il y a eu
une grande attention aux détails, puis ça paraît, parce qu'on peut pas faire des personnages non plus trop difformes, mais il y a beaucoup de traits d'accessibilité, tu sais, comme des colorations de peau différentes, le Vilirgo qui a fait des taches de couleur ou autre sur le peau, ça aussi c'est présent, avoir les yeux, les iris de couleurs différentes, il y a toutes ces choses-là qui permettent aussi d'avoir une certaine proximité avec la réalité. Et finalement, c'est sûr et certain que le jeu va faire appel beaucoup à la nostalgie pour ceux qui ont vécu les quêtes précédentes, rencontrer certains personnages clés. Je cacherai pas parce que dans les images qui circulent sur Internet, même dans les vidéos de présentation, dans les trailers, on les voit. Fait que je serais pas un gros divulgateur, mais je vous dirais que la première fois que j'ai vu Jaira dans l'aventure, j'ai eu une émotion, ça me rappelait tellement de choses. Je veux dire, on s'entend que Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, c'est part de mon adolescence et fin adolescence même, qui m'a marqué. J'ai vécu les premiers jeux, c'est parmi dans ces premiers jeux vidéo de jeux de rôle qui étaient vraiment d'une qualité différente de ce qui était offert au précédemment. Rencontrer Minsk aussi, on voit bien sûr encore Ilminster. Quel sacré. Et aussi d'autres petites allusions à certains dieux, démons ou autres qu'on peut peut-être voir plus tard. Bon. Et je ne puis laisser sous silence la performance du voice actor, de l'acteur qui incarne Raphaël. Raphaël, vous allez sûrement en entendre parler, vous l'avez sûrement vu passer, c'est un diable qui veut vous parler, puis qui a des offres à vous faire, et vous allez le voir tout au long du jeu, puis il y a une trame musicale incroyable. Aussi. Et il parle en vers, bref. Ça fait toute partie du charme et de la personnalité comme ça. Donc, Baldur's Gate 3 a beaucoup à offrir, autant au niveau ludique, que vous allez vous faire animer pendant des heures et des heures. Je vous dirais que finir le jeu avec presque tout fait, pas tout, parce que, comme je dis, il y en a qui découvrent même des choses après 2-3 passages de jeu. Ça va vous prendre peut-être au moins une centaine d'heures. 100, 110, 120 heures au moins, peut-être. Peut-être que vous êtes capable d'aller plus vite aussi, si vous êtes plus efficace, puis que vous cherchez moins, puis vous tournez moins en rond. Ça arrive, ça, des fois, là. Mais c'est une aventure de longue haleine. Par contre, je vous dirais que c'est un bon investissement. C'est parmi mes meilleurs jeux que j'ai expérimenté depuis un bon moment, puis je vous dirais que l'autre d'avant, ça a été qui m'a amené autant d'émotions et qui m'a fait vivre autant une belle aventure, puis que j'ai tellement adoré, c'était justement Divinity Original Sins 2, qui était aussi de Larian Studio. D'ailleurs, Larian Studio ont des bureaux et un studio ici à Montréal, donc c'est d'encourager quand même des gens d'ici. C'est sûr que c'est pas juste fait à Montréal, c'est fait ailleurs, mais il y en a. Entre autres, si vous avez certains packs de bonus ou autres, il y a de la poutine dans Baldur's Gate 3. Il y en avait aussi dans Divinity Original Sins 2, mais tu sais, il y a des petites traces du Québec ici et là aussi dans le jeu, puis c'est plaisant, c'est le fun de voir du monde d'ici qui réussissent comme ça, puis je trouve que c'était une bonne compagnie, puis Baldur's Gate 3 a gagné des prix. Je vais pas toutes les laisser, les lister, devrais-je plutôt dire, mais le jeu de l'année a été remis plusieurs fois à Baldur's Gate 3, donc si vous cherchiez un jeu qui a marqué 2023, malgré ses longues années en accès anticipé, eh bien, Baldur's Gate 3. Puis, je sais que ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, mais je voulais pas trop divulgacher, puis je veux pas trop en parler non plus avant, mais je l'ai dévoré. C'est un des rares jeux, là, habituellement, je me dis que j'ai pas le temps, souvent je mets mon temps ailleurs, mais celui-là, j'avais pris le temps, puis je me suis investi quand même dedans. J'ai commencé à jouer à sa sortie au début août, puis juste avant l'Halloween, j'avais terminé. Puis en plus, depuis, ils ont rajouté un épilogue. Si vous avez fait le jeu, et que vous avez terminé, puis que vous avez arrêté de jouer avant le début novembre, je crois qu'ils ont fait ça. Bien maintenant, il y a un épilogue qui ont fait la fin. Puis la fin, elle peut être douce amère et même pas très belle selon vos choix et vos décisions, parce que vos choix et vos décisions vous suivent jusqu'à la fin, vraiment. Vous voyez tous les impacts. Puis l'épilogue, ça permet de dire un dernier au revoir, ou peut-être de vous frotter les mains d'une manière machiavélique, alors que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus grand monde parce que vous avez été méchant tout le long. Mais bon,
Parlant justement de bon ou gentil, je vous le dis tout de suite, être un méchant dans Baldur's Gate 3, c'est très faisable, ça se fait, mais ça vous coupe beaucoup de choses. Il y a plusieurs compagnons qui aimeront pas trop vos actions, vous allez perdre des personnes, oui, vous allez en gagner d'autres, mais généralement, c'est triste à dire, mais vous allez en manquer plus que vous allez en gagner. Mais si c'est le genre d'expérience que vous voulez, allez-y à fond, go, donnez-vous complètement pour pouvoir réussir une telle chose. Mais ça ne veut pas dire non plus que de toujours faire le bien et d'être vertueux, vertueuse, va vous apporter juste des bonnes choses. Non, des fois, il y a des situations que tu dis que si t'avais été juste un petit peu plus sans cœur, ça aurait peut-être mieux viré. Mais, tu sais, si vous êtes paladin, faites attention de ne pas briser votre code. Ce serait dommage de devenir un briseur de code. Parce que ça se peut que ça aussi, dans Baldur's Gate 3. Devenir un Oathbreaker. Avoir la maîtrise sur la mort et sur les ténèbres. Mais bon, c'est pas vous ça. Non. Hey, amusez-vous bien. À la prochaine.